Salut tout le monde et bienvenue dans ce Lore Actu où on va parler de l'actualité sur le nouveau Warhammer Quest à venir, Darkwater, ou aussi traduit en Aix-Sombre, qui est aussi une traduction sympa. C'est pas une traduction littérale, mais ça fonctionne aussi. Alors, on a eu la couverture qui a été postée, où on peut voir en fait 4 des héros qui vont être dans le Warhammer Quest. Il y en aura potentiellement d'autres qu'on va voir un peu par la suite dans les autres articles qui ont été postés. Et on peut voir aussi les forces de Nurgle. Donc on a ce qui semble être des Pestigors, des nouveaux Blight King, un nouveau seigneur de Nurgle dont on va pouvoir un peu parler un peu après. Ce qui semble être un Trogoth, peut-être corrompu par Nurgle. Bref, il va y avoir de nouvelles figurines aussi pour Nurgle. Et on sait que c'est une des prochaines factions qui arrive bientôt justement avec un nouveau livre de bataille, avec les pyrotueurs, les ogres et les ossiarques. Mais pour l'instant, ça va être surtout ça va être Nurgle. Et comme ça l'a été du coup dans le précédent Warhammer Quest, du coup, au Fenkarn, qui a vu du coup la partie un peu mort-vivante, vampire, avoir justement des règles dans le livre de bataille des Soulblight, ces nouvelles unités de Nurgle seront sûrement aussi dans le BT de Nurgle. Donc ça va être intéressant. Alors moi je suis très hypé par ce nouveau Warhammer Quest. Sur la chaîne, vous savez qu'on aime beaucoup le Warhammer Quest, notamment Warhammer Quest Curse City. On a fait un peu quelques live peinture et on a aussi fait une vidéo qui présente justement le lore de la cité. J'aime beaucoup les settings des Warhammer Quest parce que c'est vraiment parfait pour du jeu de rôle, ce qu'on fait majoritairement sur la chaîne quand on fait pas du lore. Et j'adore vraiment aussi le fait que ces boîtes, c'est vraiment parfait pour du JDR. Les Warhammer Quest, c'est des dungeon crawlers. Ça permet un peu d'explorer des donjons et d'avoir des aventures. Et vraiment, quand vous prenez une boîte Warhammer Quest pour du JDR, c'est génial. Vous avez des héros, vous avez des ennemis potentiels, c'est parfait. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir avoir dans cette boîte justement, que je vais sûrement prendre, et on fera sûrement du JDR aussi là-dessus sur la chaîne un jour. Au niveau des personnages, on a des informations sur le chevalier et le nain jusqu'ici, et justement les informations sur le nain qu'on va voir en première, vont justement nous parler de la position où va se passer justement ce Warhammer Quest dans les royaumes mortels. Donc on sait que ça va se passer à Ghyran, le royaume de la vie, mais maintenant on sait plus ou moins la région où ça va se passer spécifiquement, ce qui va être sympa. Donc vous allez voir. Alors déjà on voit un peu le premier article, donc le mal se terre dans la pénombre. Il semble y avoir quelque chose dans l'eau et l'entièreté de Ghyran se trouve menacée. Sans doute est-il temps de réunir une bande de héros reclus et marginaux et de partir dans une quête avec un Q majuscule. J'aime beaucoup la formulation. C'est bien ce que vous pensez, un tout nouveau Warhammer Quest campé dans les rues mortelles de Warhammer Age of Sigmar. Quel péril attend notre groupe d'aventuriers intrépides au sein des ruines de l'abbaye de Jade. Donc l'abbaye de Jade, ça va être vraiment l'endroit où le Warhammer Quest va se focus, comme Ulfenkarn du coup l'a été pour le Warhammer Quest précédent, du coup la cité maudite. Maintenant, hop, on va surtout un peu parler, on va voir justement l'histoire de Drolf Ironhead, donc un explorateur douardin endurci. Drolf Ironhead se met en route pour Warhammer Quest Aix-Sombre. Et donc c'est sûrement un des nains classiques entre guillemets les plus récents qu'on a eu depuis un certain temps en vrai. Et ça vient joindre un peu avec des rumeurs qui ont été un peu commencé à circuler. Il y a pas si longtemps, il y avait des rumeurs que les pyrotueurs n'auraient pas leur BT. Et pourtant, il a été annoncé dans un sorte de rumeur engine il y a pas longtemps. Et maintenant, en fait, il commence à y avoir des rumeurs que peut-être que les pyrotueurs seront associés avec les nains des cités de Sigmar, du coup les nains qui représentent les empires khazalites de Shaman, du coup les empires khazalites du coup des empires nains du royaume du métal, qui sont tombés un peu durant l'âge du chaos. Et du coup, ils quitteraient les cités de Sigmar et ils rentreraient en fait dans un nouveau Battle Tome où les pyrotueurs et les nains classiques du gros seront joints ensemble, ce qui ressemblera plus justement à la faction naine de l'ancien temps. Mais peut-être qu'on aura aussi une nouvelle mouture des nains des empires khazalites qui viendront les rejoindre. Et cette figurine pousse un peu aussi dans ce sens justement. On a une toute nouvelle figurine de nains classiques, ce qui va être assez sympa aussi quand même. Je pense qu'ils auront quand même un style un peu différent. Pour moi, il a déjà un style un peu différent.
parce que les nains des empires khazarites sont pas exactement les mêmes nains que dans l'Ancien Monde, même s'ils ont une culture très similaire, parce qu'ils ont été guidés par les mêmes dieux. C'est Grogni et Grimnir qui ont un peu, et le panthéon khazarite en général, qui ont guidé les nains dans l'Ancien Monde et qui ont un peu façonné leur culture. Et c'est la même chose dans l'âge de Sigmar, c'est les mêmes dieux qui ont peu fait la même chose avec les peuples khazarides. Donc ils se ressemblent beaucoup, mais le niveau un peu technologique et les capacités un peu des empires khazarites de Shaman diffèrent un peu de l'Ancien Monde. Donc je pense qu'ils auront quand même un visuel un peu différent. Peut-être qu'ils auront un peu des golems, des constructions en plus, ce genre de choses. Et ça fera vraiment un BT un peu comme les clans Oruk, où on a les Mashfer et les Cruel Boys dans le même BT, et où du coup ils ont un peu leurs propres règles. Là ce sera potentiellement pareil. On aura les Pyrotueurs et les Dordins des empires khazarites. Donc vous voyez un peu déjà son lore à lui. Alors, donc la semaine dernière, ils avaient parlé d'Enmark Valoran, on va y venir, mais là je voulais passer d'abord sur Drolf, parce que ça va justement parler de la région qui va être explorée potentiellement. Mais nous gardons bien d'encourir la colère de certains courts sur pattes qui auraient préféré voir un autre héros. Les brumes s'écartent donc une nouvelle fois, et nous vous dévoilons maintenant Drolf Ironhand, l'explorateur endurci, du coup, qui fait un peu écho au ranger, un peu un nain un peu explorateur, qui était un peu justement les rangers des nains à l'époque, et qui reviennent un peu avec lui. Il n'est nul obstacle qu'un Dwardin ne puisse surmonter s'il l'a décidé. Alors Drolf Ironhead est un explorateur et est un Dwardin excentrique, car il apprécie la vie dans le labyrinthe enchevêtré des forêts d'Aki, et sait se tailler un chemin à travers certains des terrains les plus tourmentés dans la région de la source du renouveau. Donc ça, c'est intéressant, on va en parler juste après. Drolf est originaire d'un clan khazalide, établi jadis dans les pics venteux. Ça aussi, quand on va regarder un peu juste après la carte de Giran, on va pouvoir voir exactement où est ce lieu, qui s'était allié à l'abbaye de Jade, et qui la protégea jusqu'à ce qu'une inondation d'immondices provoquée par Gelgus Pust, donc ça semble être peut-être justement le seigneur de Nurgle qu'on peut voir en arrière-plan, envahisse les salles de sa forteresse et noie la plupart de ses guerriers. À l'époque, Drolf n'était qu'un poil au menton, une jeune barbe en somme comme on dit, mais il n'a pas oublié le serment qu'il prêta alors, celui de venger ses frères. Les décennies passées à survivre dans la nature lui ont donné tous les outils et le savoir nécessaire pour résoudre pratiquement n'importe quel problème. Et il compte bien résoudre également le fléau surnaturel qui est Gelgus Pust, en taillant en pièces le prince des lésions à l'aide de ses 2 haches. Espérons qu'après cette information, vous ne gardez pas de rancune contre nous. Alors, donc on va voir un peu les règles. Donc maintenant, regardons la carte de Giran. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément, ça c'est la carte du renouveau éternel du royaume de la vie. Et la particularité de Giran, je l'ai dit un peu dans d'autres vidéos, mais au cas où je vous fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, c'est que comme d'autres royaumes, chaque royaume a un peu ses règles, un peu son fonctionnement. Par exemple, à Gur, les continents vont se dévorer entre eux et grandir et rapetir en fonction de ceux qui prennent l'ascendant. À Shaish, les continents en fait se matérialisent, correspondent en fait à la vision, aux croyances des apprivis des autres royaumes et se manifestent dans le royaume de la mort, du coup à Shaish. À Giran, ce qui est marrant, c'est que les continents se reproduisent entre eux. Là par exemple, vous avez la Thyri à l'ouest qui va nous intéresser justement, et la Verdie à l'est, qui sont un continent mâle et un continent femelle qu'on peut voir un peu avec les pistils au centre se reproduire, et Verdie en fait accouche de différents continents. Par exemple, Neos décrépit ici, Invidi et Kurdosal, je suis pas sûr, mais ce sont les enfants de Verdie et Thyri. Neos par exemple est le continent le plus jeune qui a été créé par la Verdie. Donc c'est vraiment, il y a vraiment ce côté où la vie est intrinsèquement liée au fonctionnement du royaume lui-même, ce qui est sympathique en vrai. Et ici en fait ce qui va nous intéresser, ça va être l'Aki, du coup, qui est le parti un peu nord-ouest de la Thyri, du coup du continent mâle. Ici on peut voir la cité vivante, l'une des cités un peu sylvestres des cités Tigmar, qui est très liée à la nature et qui a été offerte par Alarielle. Et en fait à l'ouest vous allez avoir la Spire Pest notamment, qui est l'un des plus grands bastions de Nurgle à Giran,
Nurgle, justement, le royaume de la vie, ça l'intéresse beaucoup, ce royaume. Il veut, il cherche, il le fascine en fait, il l'intéresse beaucoup. Il veut étendre son jardin putride en fait à travers Giran. Il veut que Giran fasse partie de son jardin en fait, Nurgle. Et il a conquis pas mal de régions dans le royaume de la vie. Il y a ce qui s'appelle un peu la guerre de la vie, qui un conflit qui perpétuel presque entre les forces de Nurgle et les forces des Sylvanettes. C'est pourquoi il a du coup conquis certaines parties de Giran, notamment Laki. Et la Spearpass, c'est vraiment le gros bastion qui a été attaqué à multiples reprises par une alliance un peu des Éternels de Rage, des Sylvanettes et des cités de Sigmar qui sont autour de la cité vivante. Vraiment plusieurs fois ils ont essayé de l'assiéger, mais ça n'a pas réussi. Et en fait, justement, le Warhammer Quest va se passer dans cette région qui a été beaucoup corrompue par Nurgle. On en parlait tout à l'heure, mais du coup, Drolf est originaire des Pics Venteux. C'est justement cette chaîne de montagnes qu'on voit ici. Et l'abbaye de Jade, qui semble être peut-être une cité de Sigmar, un temple. On n'a pas encore l'info, mais du coup, quand on l'aura, je ferai sûrement une nouvelle vidéo pour en parler. Et du coup, en fait, les Pics Venteux étaient là où se trouvait l'ancien clan de Drolf. Et l'abbaye de Jade aurait apparemment été inondée par les immondices du coup de Nurgle, du seigneur de Nurgle qu'on semble voir un peu sur la couverture du Warhammer Quest. Donc potentiellement ça se passerait peut-être autour des Pics Venteux, vu que le peuple de Drolf était allié avec l'abbaye de Jade. Donc ça pourrait être peut-être ici, peut-être là, peut-être là. On va voir un peu autour. La Bourbelasse aussi, ça semble un peu marécageux comme région. Donc quelque part autour des Pics Venteux. On ne sait pas trop exactement. Au début on savait que c'était Giran, déjà ça s'est un peu précisé maintenant. Mais on en saura plus peut-être dans d'autres articles. Ensuite, parlons un peu de l'autre personnage, qui est aussi assez intéressant, qui est Edmarc Valoran, qui fait un peu d'ailleurs écho aux anciens, c'est un peu un hommage aux anciens Warhammer Quest, qui représentait un bretonien. Sauf qu'ici, la symbolique un peu autour du lion et de la manticore, plus précisément, va être assez intéressante par rapport au lore qu'on a sur les cités de Sigmar d'Akshi, puisque du coup, Valoran, on voit qu'il vient de Amerol Aksha. Et au niveau du design, je trouve très sympa. Ils ont vraiment associé un peu l'ancien avec le nouveau. Et c'est d'ailleurs un peu l'idée que j'ai de ce Warhammer Quest, c'est que beaucoup reconnaissent un peu l'ambiance qu'il y a dans l'ancien monde. Mais au niveau du lore, au niveau un peu de ce que, notamment de Valoran, on va voir que du coup il y a un peu justement le côté un peu unique d'AOS va se retranscrire. Et c'est pour ça que je pense vraiment que ils ont su un peu associer l'ancien et le nouveau, ce qui est assez sympa, je pense. Du coup, je pense que ce Warhammer Quest plaira aussi bien aux anciens qu'aux fans d'AOS plus spécifiquement, quoi. Alors déjà, au niveau de son lore. Alors, donc, voilà, Edmarc Valoran, le chevalier à la manticore. Donc ce qu'il dit du coup, c'est un peu sa phrase, c'est « Admettez que vous avez de la chance que je me sois rabaissé à combattre à vos côtés ». Donc il semble être un peu imbu de lui-même, ce chevalier, mais on va le voir, il a une raison un peu particulière par rapport à son tempérament, on va dire. Bon, Edmarc Valoran pense être le plus grand champion mortel des armées d'Amerol Aksha. Du coup, Amerol Aksha, pour rappel, c'est une cité jumelle qui est à la fois dans le royaume du feu et dans le royaume de la vie. Et d'ailleurs, par rapport à la carte de Giran, on voit qu'Amerol Gira est ici, et donc il y a une porte au royaume qui mène à Amerol Aksha. Donc même si Valoran se trouve maintenant dans cette région où se trouve le Warhammer Quest, il s'est un peu, pas beaucoup même, éloigné de sa cité d'origine. Et on va voir pourquoi il a une raison. Alors, malgré son arrogance, il faut reconnaître que le chevalier manticore s'est maintes fois distingué au combat. Pourtant, sa longue liste de faits héroïques a récemment été entachée par une disgrâce. Au cours de sa dernière campagne militaire, il a reçu plusieurs éclats de pierre de royaume d'Akshi dans le corps suite à une explosion. Donc la pierre de royaume d'Akshi, chaque royaume a un peu ses pierres de royaume, et c'est la magie cristallisée qui enferme un peu justement l'essence cristallisée de chaque royaume, de chaque vent de magie en fait. Et Akshi, c'est le royaume du feu, et cette pierre de royaume, on la surnomme aussi parfois l'Actracite. Et on va y venir plus tard, c'est assez intéressant comment elle est utilisée ici, dans cette histoire.
Alors, cela ne l'a pas tué, mais l'a plongé dans une rage irrépressible au cours de laquelle il a massacré non seulement ses ennemis, mais aussi plusieurs de ses compagnons. Valoran est désormais ostracisé et amer. Et il est prêt à tout pour trouver la rédemption. Les éclats de pierre de royaume dans son corps continuent de le tourmenter, et il se nomme de flamme lorsque la colère l'envahit. Donc on a un pyro chevalier, ça c'est le fantasme de tout, de tout, de tout fan de fantasy, au point d'incinérer ceux qui s'attaquent à lui. Ce n'est là que la première des nouvelles figurines, bon, voilà. Mais du coup, ce qui va être intéressant donc, c'est qu'il a de la pierre de royaume, il a des shrapnels de pierre de royaume dans son corps. Et en fait, la pierre de royaume d'Akshi, donc c'est aussi bien le vent de magie d'Akshi, le vent du feu, c'est aussi bien lié au feu, mais pas que au feu physique. C'est aussi lié un peu à ce qu'on pourrait représenter le feu un peu spirituel, le feu mental. C'est un peu le courage, la colère, les émotions fortes. Akshi, c'est aussi lié à ces émotions fortes, justement. Et un des meilleurs exemples que je peux trouver, c'est que par exemple dans l'univers de Tolkien, dans le Seigneur des Anneaux, un univers dont Warhammer s'est à peine inspiré bien sûr, il y a l'anneau de Narnia, du coup l'anneau qu'a Gandalf, l'un des 3 anneaux elfiques. Gandalf a l'anneau du feu et le pouvoir de cet anneau, c'est non pas de balancer des boules de feu de partout, Gandalf a jamais fait ça, mais au contraire l'anneau a un pouvoir différent. Il va pouvoir un peu attiser le courage, la flamme de ceux à qui Gandalf parle. Heu, il a notamment utilisé plusieurs fois, sans qu'on s'en rende totalement compte justement dans le récit du Seigneur des Anneaux, et même dans les autres récits où il apparaît. Et c'est vraiment ce qui a permis de de booster un peu, de motiver justement les peuples de la Terre du Milieu justement à se battre contre les forces du mal. Et justement, en fait, donc la magie d'Akshi peut faire pareil. Elle peut attiser un peu la colère, le courage, la volonté, mais elle peut aussi attiser la colère et rendre en fait les gens complètement fous, complètement berserk. C'est notamment pour cette raison que les forces de Khorne, malgré le fait qu'ils aiment pas trop la magie, ils aiment beaucoup l'Athracite, la pierre d'Akshi. Ça les intéresse beaucoup. Et là, du coup, c'est ce qui a fait que justement, Edmarc Valoran. Cette pierre, du coup, en fait, c'est vraiment, ça peut le rendre complètement fou, complètement berserk à certains moments. Ce que je trouve vraiment très très intéressant comme manière justement d'utiliser la pierre de royaume. Et ça doit être complètement stylé quand il s'enflamme complètement. Ce sera sûrement d'ailleurs une capacité dans le jeu qu'il aura. Peut-être quand il sera un peu... euh, quand il y aura un level up dans les Warhammer Quest, en fait, vous avez une possibilité justement d'élever un peu votre personnage. Et ça pourrait peut-être être ça pour Edmarc Valoran, justement. Mais en tout cas, je trouve très intéressant. Aussi, ce qu'il y a autour de Valoran, ça va être la symbolique du coup de la manticore, qu'on peut voir ici sur son bouclier et sur son casque. Ô combien majestueux, bien sûr. Un coup de vent, on a vu ça agit comme une voile, un coup de vent, il a la tête en arrière, mais je suis sûr qu'il a la technique. Mais du coup, le lion est un symbole très répandu à Akshi, le royaume du feu, notamment autour de la région d'Amerol. Le lion est un symbole qui est assez révéré par les peuples justement d'Akshi, notamment par exemple une ville qui est juste au nord d'Amerol, qui s'appelle Edassa, et dont l'écusson justement a un lion dessus. Et ben ils vénèrent Sigmar sous la forme en fait d'un guerrier à un marteau avec une tête de lion. Il y a carrément des statues de Sigmar avec des têtes de lion à Edassa. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a une tête de lion? C'est parce qu'il est vénéré comme étant un peu ce dieu de la guerre un peu territorial qui protège un peu justement ses terres. Et il y a ce côté un peu indépendant, ce côté un peu oui, indépendant, que le peuple akshien a beaucoup. On peut le voir notamment aussi avec Talia Vidra qui chevauche une manticore aussi, et qui pourrait être d'ailleurs la source de l'origine un peu de cet ordre de chevalier manticore. Peut-être que Edmarc Valoran est lié un peu à un ordre lié à Talia Vidra. Mais du coup, Talia Vidra qui monte à un manticore et qui représente aussi un peu la volonté des Akshiens d'être indépendants. Ils préféraient en fait que les Azirites ne soient pas aux commandes de toutes les cités de Sigmar. Et il pourrait peut-être un jour, un jour on aura en fait chaque peuple de chaque royaume
qui aura un peu son indépendance, qui fondront un peu leur propre pays autour des cités de Sigmar majeures, en fait. Ce sera peut-être une évolution un peu dans les prochaines versions, je me dis. Et donc c'est assez marrant de voir un peu aussi d'ailleurs que la vénération des dieux peut varier. Genre Sigmar avec l'état des lions il est aussi vénéré à Giran d'ailleurs comme une sorte de dieu de la pluie, vu que c'est un dieu des orages. Et il est représenté un peu comme un géant vert avec une barbe de mousse. Enfin, la vénération des dieux un peu s'adapte à chaque royaume, ce qui est marrant. Et donc on voit un peu du coup toute cette symbolique autour du lion, qui est très axienne, hein, très axien en fait. Qui est assez sympa d'être représenté ici. C'est pour ça que vraiment il y a cette association, du coup cette ressemblance avec l'ancien bretonien, qui a été aussi un peu adapté au lore d'Akshi. Et donc j'aime vraiment beaucoup l'association de l'ancien et du nouveau qui est très sympa. Ensuite, dernier, si je dis pas de bêtises, dernier petit article qui va être intéressant pour nous, ça va être, il y a eu un leak et du coup Warhammer Community a réagi de manière justement je trouve très saine. Ils ont reconnu qu'il y avait un leak et ils s'en sont servis justement un peu pour parler un peu plus du Warhammer Quest, sans pour autant, moi je pensais qu'ils allaient carrément montrer ce qui avait leaké, mais non. Non, ils ont montré l'image flottée, ils ont un peu joué un peu autour de ce leak. Donc la brume des marais qui obscurcit l'abbaye de Jade s'écarte pour dévoiler la nouvelle boîte Warhammer Quest. Enfin, elle commence à s'écarter et l'image est encore un peu trouble. Donc voilà, ils jouent un peu du fait qu'il y a eu un leak un peu trouble. Vous avez peut-être croisé cette image en errant sur internet ce matin. On devine des types en vert. On dirait qu'il y a des dés, un truc qui ressemble à un cheval ou quelque chose du genre. Bon, l'image n'est pas terrible, mais elle a dû être prise avec un appareil bien pourri. Visiblement, même la elfe à l'œil le plus aguerri aurait du mal à déceler les détails. Voilà ce qu'on vous propose. Oui, du coup, il y a eu un vote pour savoir quelle prochaine figurine sera dévoilée. Ça a été le chevalier, le manticore. Donc il y a les 4 archétypes, ils en parlent, mais d'abord, j'aimerais un peu m'attarder sur cette photo, un peu floue, bien sûr. Ici, on semble voir justement les nouvelles figurines de Nurgle qui vont être un peu les ennemis. Ici, on voit justement certaines des figurines qui ont été dévoilées. On voit qu'il y a les 4 personnages ici. Donc il y a le chevalier Manticore ici, Drolf, et les 2 autres personnages dont on va parler un peu après. Et il y a aussi ici ce qui semble être d'autres héros, au moins 3 autres héros en plus de ceux des 4 en tout cas qui sont sur la couverture, qu'on peut voir ici. Et ces 3 héros, je pense savoir ce qu'il en est pour 2 de ces héros, potentiellement. Ici, alors ici je reconnaîtrais un peu entre mille, ça ressemble beaucoup à un Kurnosi au niveau des couleurs et la forme. Donc les Kurnosi qu'on a pu voir il y a pas longtemps dans le nouvelle extension de Warhammer Underworld. Donc les Kurnosi, qu'est-ce qu'ils sont? Alors les Kurnosi, de manière générale, ce ne sont pas tous des centaures, un peu comme on le voit. De manière générale, ce sont ceux qui prient le dieu de la chasse, Kurnos. Donc les Kurnosi sont aussi bien des Sylvanettes avec les Kurnos Hunters que des elfes qui vénèrent Kurnos, tout simplement un peu des elfes sylvestres, mais aussi des elfes qui ont été un peu changés par la vénération de Kurnos et qui ont du coup un peu ce corps un peu centaure. Il y avait même un peu justement des elfes qui étaient un peu faunes, qui étaient un peu sur 2 pattes. Et je reconnais vraiment ici, je me fais peut-être que j'affabule complètement, mais on dirait vraiment ici un Kurnosi. Et même ici, au niveau de la flèche, on dirait justement le Rumor Engine qu'on a eu il y a pas longtemps, avec du coup cette flèche un peu qui dépassait. Et on voit même un peu le doigt qui semble être justement sous la flèche. Et cette flèche, je la reconnaîtrai entre mines parce que c'est vraiment le copier-coller des flèches des Kurnos Hunters, du coup des chasseurs de Kurnos. Donc vraiment, je pense vraiment que c'est lié à un Kurnosi et qu'on va en avoir un ici aussi. Ici aussi, on a ce qui semble être un genre de druide avec un sorte de pet, un petit animal avec lui. Et il a même un bâton un peu vert qui semble un peu se spiraler ici. Et ça semble aussi rejoindre un autre Rumor Engine qu'on avait eu avec ce côté un peu sylvestre. Ça semble être un druide, en somme. On aura aussi en plus. Aussi ici, on a ce qui semble être un ogre ou une ogresse de par sa taille. Donc ce sera peut-être aussi du coup ces 3 autres héros. Il est aussi possible, selon moi, qu'il y ait peut-être un héros aussi sur la carte qu'on ne voit pas encore, qu'on n'arrive pas à déceler au milieu des autres ennemis.
Donc peut-être qu'il y en a encore un autre. Donc il y a au minimum, je pense, 7 héros, mais il y en aura peut-être plus, qui sait. Aussi, ce qui est intéressant au niveau de cette image, c'est qu'on voit que la carte est sur un livre. Là, on voit la reliure d'un livre ici. Et alors ça semble un peu du coup différer à la façon dont les Warhammer Quest fonctionnaient avant. Avant, on avait différentes tuiles et on pouvait construire différents niveaux un peu du dungeon crawler, différentes missions qui avaient une, disons une répartition un peu différente des terrains, etc. Ce qui offrait une grande rejouabilité. Là, on aurait un livre, donc ce qui limiterait un peu le nombre de cartes potentiellement. Il y en aurait peut-être 10, 20, peut-être plus. Mais moi, je me dis, potentiellement, même si du coup on a des cartes qui sont dans un livre, bon, à ce niveau-là, j'espère quand même effectivement que bah, les cartes seront un minimum un peu cartonnées ou pourront peut-être se détacher du livre pour pas les abîmer. Mais je me dis, potentiellement, est-ce que en fait, on aurait plusieurs niveaux au cours d'une mission, où on se battrait par exemple sur cette carte qu'on voit ici, puis à la fin, une fois qu'on a fini, on a battu les ennemis ou réalisé des objectifs, on enlèverait les figurines, on changerait de page et en fait, on progresserait dans une nouvelle pièce, un peu comme les films, ça fait un peu penser au livre dont on est le héros un peu, mais là, on changerait en fait de pièces un peu du donjon, et on progresserait un peu comme ça. Et en fonction des missions, peut-être que l'ordre un peu justement des cartes dans lesquelles on progresserait varierait, ce qui équivaudrait justement à la façon dont on construit les donjons dans les autres Warhammer Quest. Il y aurait une variation un peu, il y aurait de la rejouabilité quand même. Donc à voir comment comment ça va fonctionner, ça m'intrigue, je pense que ça a du potentiel personnellement. Et ça rend aussi l'installation de la carte bien plus rapide. D'habitude, en fait, il fallait poser parfois une combinaison un peu de terrain préétabli pour la mission, et ça demandait un peu de temps. Là, on ouvre la page, on ouvre le livre à la bonne page, on pose la carte et on est bon, quoi. On peut commencer tout de suite. Ce qui pourrait être sympa, en vrai. Ce qui pourrait être très sympa. Ensuite, par la suite, du coup là, on nous dit on nous parle un peu justement des 4 personnages qui sont sur la couverture. Et donc on a un chevalier avec un casque qui ne manque pas de style, un gars court sur pattes et grognon, avec des haches et une barre, donc c'est les 2 personnages qu'on a déjà eu, et une mage guerrière d'une épée magique, et une mercenaire dotée d'un espadon. Donc ça semble du coup, leur nom ce serait Inara Sion, la lame purificatrice, qui serait du coup cette dame, et Brentilis, la sainte renégate, qui serait du coup cette dame ici. Et je pense ici que ce serait peut-être une capitaine un peu des guildes libres, peut-être qui appartiendrait à une guilde de mercenaires un peu. Il y a différentes milices en fait dans les Siltimar qui peuvent être engagées par différentes colonies, différentes cités pour différentes batailles justement. Et ici on semble avoir une mage du coup qui manipule de l'eau. Donc la lame purificatrice, elle est surnommée. Peut-être justement qu'elle a une magie qui permet de purifier un peu les eaux un peu fétides et corrompues de l'abbaye de Jade, et c'est peut-être sa mission justement de purifier. Peut-être qu'elle appartient justement à l'ordre qui était dans l'abbaye de Jade, et elle cherche justement à purifier l'endroit où se trouve justement le groupe, et où se trouve le Warhammer Quest. Elle semble avoir un peu une magie, peut-être qu'elle manipule en fait la magie de Giran, la magie du royaume de la vie, qui est aussi un peu associée à l'eau parfois. Ou c'est peut-être une prêtresse. Prêtresse du coup, vu que l'abbaye de Jade est sûrement quelque chose de religieux, peut-être un temple d'Alariel par exemple, ou peut-être un temple de Sigmar, justement, on avait dit Sigmar est vénéré dans différents royaumes, sous différents aspects, même Alariel, les autres lieux du Panthéon aussi, donc ça pourrait vraiment être très intéressant de voir un peu le lore de ces différents personnages, ça m'intrigue beaucoup. Et donc voilà un peu pour toutes les news qu'on a eues jusqu'ici dans Warhammer Quest. Quand on en aura de nouvelles, je ferai une nouvelle vidéo, donc j'espère que cette vidéo actu vous aura plu. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'aurez trouvée un peu informative, et j'aurai suffisamment un peu ajouté un peu de détails un peu pour vous intéresser sur ce Warhammer Quest. En tout cas, moi je suis très très hype. Et merci aussi infiniment aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!